Salut Fifou, bienvenue dans ClickX. Salut Mouloud. Ça me tenait à cœur de faire un long entretien avec toi parce que j'ai la chance d'avoir été l'éditeur du livre via Click Édition. Merci à toi. Merci à toi. Et à la base, je raconte l'histoire du projet. C'est que on se connaît depuis maintenant 20 ans. On se connaît depuis l'époque de la presse rap. J'étais chez Radical, tu as fait des illustrations là-bas. Après, quand arrive le magazine Tracklist, on se voit beaucoup là-bas. Et on fait un entretien ensemble il y a un an. Et à la fin de l'entretien, on se dit, mais pourquoi il n'y a jamais eu le livre? Pourquoi on n'a jamais raconté cette histoire-là? Et tu nous as fait confiance pour le faire, donc merci. On est très fiers. Ce livre, il s'appelle Archives. C'est 20 ans d'histoire de Fifou. Et pour moi, c'est 20 ans d'histoire de l'art. Parce que on dit souvent Fifou, c'est le mec qui fait les pochettes de rap. Mais quand on compile toutes ces pochettes, bah, ça fait une histoire de l'art. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que j'y pense et il y a toujours eu un peu cette espèce de complexe au départ de travailler dans le milieu du rap parce que moi, quand j'ai commencé, on m'a toujours dit bah, c'est bien ce que tu fais dedans, mais à un moment donné, il faut penser à faire autre chose. Et moi, c'est quelque chose c'était une espèce de plafond de verre, en fait. Et c'est en compilant justement ces 20 années, quand j'ai tout trié, que j'ai vu En fait, je me suis rendu compte de tout ce travail, toute cette créativité frénétique que j'ai pu avoir pendant ces 20 années. Il vient d'où ce plafond de verre? Le plafond de verre, je sais pas. Je pense que ça a été surtout sur les 10 premières années où, à chaque fois que je rencontrais des gens qui connaissaient pas forcément ce mouvement, il y avait toujours un peu une espèce de réticence où surtout ils étaient obligés de me dire c'est beau ce que tu fais, mais fais autre chose en fait. Là, il y a toujours ce truc-là qui s'est ancré pendant des années. Et donc je pense que ça m'a créé un petit complexe à un moment donné, parce que moi j'ai toujours été très curieux, j'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit dans le cinéma, et c'était toujours la même chose qui ressortait. Comme c'est des codes qu'ils ne connaissent pas forcément, ça doit effrayer. Parce que moi, j'ai halluciné quand on a discuté ensemble. Je me suis dit, quelqu'un comme Fifou, au même titre que des artistes comme JR, tu dois être représenté par tous les galeristes du monde. À chaque fois que je te vois faire des expos, c'est rempli, les gens se pressent. Ouais. Et en fait, non, tu n'es chez aucun galeriste, tu n'es pas représenté dans le monde de l'art contemporain. Un livre n'était jamais sorti. C'est vrai, c'est trop... Alors, je cours pas après ça, mais c'est vrai que moi, je me rappelle en 2012, quand j'avais fait Youssoupha, c'est la première chose que tu m'as dit. Tu m'as dit, c'est incroyable, tous les agents vont t'appeler. Et bah, à partir de ce moment-là, personne ne m'a appelé. Les seuls qui m'ont appelé... On m'appelle Nostradanul. Ouais, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amour pour ce mouvement-là, parce qu'il m'a porté, il m'a fait. Les seuls qui m'ont appelé, ce sont les rappeurs. Après, bien évidemment, tu as les maisons de disques. Et aujourd'hui, depuis le nouvel âge d'or du rap français, ou du rap tout court, on va dire, les marques, le cinéma, tout le monde commence là depuis 2 ans à m'appeler. Le livre s'appelle Archives, 20 ans de hip-hop. Ouais. Je te propose un concept. Autour du chiffre 20, on va passer en revue 20 anecdotes de ton histoire. Let's go. Je ne suis pas la meilleure personne pour t'interviewer, il y a des gens qui le font très bien. Donc on va faire ce concept d'interview, d'accord? C'est parti. En numéro 1, anecdote numéro 1, j'aimerais qu'on parle d'un autre chiffre qui est le chiffre 9, 9 mètres carrés. On dirait du Stavo tellement il y a des chiffres. Exactement, 90. 9 mètres carrés, c'est la mixité d'artistes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai la chance de travailler aussi avec de rencontrer des gros artistes, parce que je travaille dans la presse. Et donc parfois, en dernière minute, on me dit tiens, il faut faire des photos de presse de tel artiste. Et le bon exemple, c'est Doc Gynéco, tu vois. Doc Gynéco, à ce moment-là, qui est quand même... Enfin voilà, c'est Doc Gynéco, quoi. Je l'écoute depuis adolescent. Et ce gars d'1,90 m qui débarque dans mon 9 mètres carrés, on improvise un shoot sous ma douche, on se connaît pas. Ah, il va sous la douche? Ouais, parce qu'en fait, j'avais une petite douche et surtout, j'avais pas de recul, quoi. Donc, le seul endroit où je pouvais avoir 2-3 mètres de recul, c'était sous la douche. Et juste derrière lui, je reçois un indépendant inconnu au bataillon et ça se mélange et ça se croise. Et il y a un peu ce truc-là qui se passait dans mon 9 mètres carrés. C'est une espèce de
ouais, de mini factory, un endroit où tout le monde se croise, Alpha tout le monde 520 discute. aussi. Alpha 520, bah, toutes les pochettes d'Alpha 520, Vivre et mourir à Dakar, je l'ai fait là-bas. J'ai shooté Alpha 520 devant un mur blanc et j'ai fait tout sur place avec lui à côté, quoi. C'est quoi Ah, la pochette la plus folle qui a été faite dans ce 9 mètres carrés? Pas forcément folle en termes de visuel, mais d'histoire. Je te dis là, c'est. Moi, franchement, en termes d'histoire, je dirais Paradis assassiné de Lino, parce que à ce moment-là, quand Lino sort son solo, donc il y a une attente incroyable. Et Lino, c'est quelqu'un qui déborde d'idées et qui a énormément de références. Et c'est vrai que c'est une période, en tout cas mes débuts, où les artistes prenaient le temps de venir chez moi, rester toute une nuit à écrire le livret, les remerciements, et à concevoir avec moi. En fait, c'était une espèce de co-réalisation. Et Lino, c'était assez marrant parce que le gars, il a des fulgurances assez folles. Et parfois, d'un coup, il va s'endormir, tu vois. Donc, ça m'est arrivé de me retourner, de voir Lino en train de s'endormir. Et dès qu'il se réveille, il dit tiens, j'ai une idée, on va en bas. Et justement, en bas de chez moi, il y avait une espèce de ruelle un peu sombre. Et tout le livret, je l'ai shooté là-bas, en fait, tu vois. Et Lino, c'est Arsenic, c'est Secteur A. Donc pour moi, c'est un rêve de gamin. Anecdote numéro 2, Ouais. c'est la suite de ce 9 mètres carrés Mhm. où tu arrondis tes fins de mois Ouais. avec une idée. Je sais pas comment elle t'est passée par la C'est une tête, très belle idée. mais j'aimerais que tu me racontes. Ça fait partie du livre. Complètement, et je l'assume vraiment à fond. Quand tu es jeune et que tu commences, tu gagnes pas réellement ta vie. Voilà, tu testes, tu te fais un peu avoir. Je voulais pas faire des photos institutionnelles, je voulais pas travailler en agence. Donc j'ai trouvé un moyen plus simple, entre guillemets, c'était de démarcher des escortes qui créaient leurs annonces sur des sites spécialisés. Et en fait, en me retrouvant sur ces sites-là, alors je sais plus comment, je me rends compte qu'en photo, il y a tout à faire. Et donc, moi, c'est 1 + 1 = 2. C'est-à-dire que je me suis dit, ces femmes ont besoin de belles photos. Je vais leur proposer mes services. Et donc, j'ai dû démarcher, je sais pas, peut-être 2000 escortes à peu près, parce que j'ai des classeurs remplis de numéros. Et comment tu les as trouvés, les numéros? J'allais sur les annonces et je trouvais les numéros directement. Donc, j'avais tout classé. On était 4-5 à le faire. Et ça ressemble à quoi, un coup de fil? C'était compliqué parce que généralement elles avaient un peu peur au début, donc j'avais un peu une phrase toute faite en disant voilà, j'ai un peu analysé tes photos. J'avais l'impression de c'était comme du porte-à-porte en fait, et en leur disant voilà, moi je te propose mes services, j'ai un studio photo chez moi. N'aie pas peur, enfin voilà, c'est bienveillant, ça dure 1 heure, je m'occupe de ton annonce parce que je m'occupais de tout et je fais toutes les retouches. C'est toi la DA en fait, tu vois. Anecdote numéro 3, on va faire un tour à Marseille. Mhm. T'as fait la pochette de Jul. Ouais. C'est des années après tes débuts. Ouais. Raconte-moi l'anecdote sur la pochette de Jul. Jul, il peut avoir des idées incroyables. Par exemple, quand on a bossé sur Rien sans rien, dès le départ, il voulait qu'on le voie de dos, en train de travailler sur son ordinateur, en claquette, avec son micro. En gros, il voulait recréer sa chambre en 2.0 avec un mur gigantesque, avec toutes ses certifications. Mais sur la scénographie, je crois même qu'il m'a fait un dessin, je crois que je l'ai de côté, un petit ref rapide, où précisément, il m'a placé l'ADA du projet, tu vois. C'est pas moi qui impose une idée. Parfois, il y a des artistes qui me laissent 100% de l'ADA. Jul, c'est un feat. En fait, quand tu bosses avec Jul, c'est un feat. Et les disques d'or, tous les récupérer? Ça a été compliqué. Ça, c'est la partie, quand on voit la cover, on se rend pas compte de la complexité déjà pour la mettre en scène, pour tous les accrocher, que ça soit assez technique. Mais ce qui est compliqué, c'est que Jul, généralement, quand on bosse avec Jul, on n'a pas 6 mois de préparation. Et donc là, en gros, une fois que l'idée a été confirmée, on a à peine 1 semaine pour faire la prépa, et on a dû reproduire toutes les certifications. C'est-à-dire que la plupart étaient dispatchés, il a dû le donner à des amis ou à sa famille, et en gros, on se retrouve avec, je sais pas moi, je dirais 40 certifs à produire. Entre le coût et les délais, c'était compliqué. À un moment donné, je pensais le faire en full 3D carrément. Moi, à la base, sur cette cover, je voulais faire un hall d'immeuble recouvert de certifications. Je pense que ça aurait été incroyable, mais Jul
À ce moment-là, le shooter dans un quartier, c'est compliqué. C'est juste une star, en fait. Donc ça peut créer des émeutes, enfin, c'est compliqué. Numéro 4, quelqu'un qui a été en plein blizzard avec son BEP vente, qui a ensuite monté sur le trône et qui a rempli le Stade de France tout seul, c'est Booba. Mhm. Tu as travaillé avec Booba. Ouais. Comment est-ce qu'on fait l'image de quelqu'un qui écrit en images? À chaque fois qu'on entend Booba, tout le monde arrête de parler, tu vois. Quand j'étais en radio, quand il y avait un nouveau morceau, tout le monde s'arrêtait en disant « Ah, c'est chaud », tu vois. Donc moi, j'ai vu ça, j'ai vécu ça. Donc quand lui, il m'appelle, parce que pour le coup, Booba, c'est un vrai... c'est un CEO, quoi. Tu vois, c'est lui, il n'y a pas réellement d'intermédiaire. Et donc, il m'a contacté, on a fait un shoot pour une cut, ça s'est super bien passé. Puis, il faut savoir que Booba, c'est quelqu'un de perfectionniste, mais surtout ultra pro. Surtout moi, à cette époque-là, où je vivais un peu, c'était un peu rock'n'roll. Et Booba, quand il me donnait rendez-vous, je pense que c'était moi qui arrivais en retard, en fait. J'avais jamais vécu ça. Le mec était là à l'heure, on shootait juste après le shoot. Il m'appelait, on prenait 10 minutes, il me disait, tu vois, tu prends cette photo. Il faisait la sélection des photos. Et lui, en fait, ça marche par dossier. En fait, il a un dossier et il amène ce truc très carré, en fait. J'avais l'impression de bosser avec un Américain. À ce moment-là, on est dans l'ère de Jonathan Mannion, de G-Unit, des pochettes de The Game, ce côté très américanisé, en fait, tu vois, dans les photomontages et tout. Et ça, c'était un truc qui me passionnait. Et donc, ouais, à ce moment-là, j'ai l'impression de travailler avec quelqu'un de New York, en fait, ou de Los Angeles. J'ai pas l'impression de bosser avec un artiste français. C'est la seule fois, à ce moment-là, que ça me l'a fait. Ça a été quoi les 2 idées marquantes quand vous avez travaillé ensemble? À l'époque, quand on a travaillé sur 09, il voulait absolument le code couleur noir et un peu contrebalancer l'idée de la pure, donc la poudre blanche, et la transformer en noir. En fait, de transformer tout ce qui est clair en quelque chose de très sombre. Après, pour moi, l'idée phare, c'était ce côté un peu trap house dans le luxe, en fait, tu vois. Pour moi, le livret, il est incroyable à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est dans un loft, une espèce de manoir avec des dorures en ton sur ton noir. Lui, torse nu là-dedans, en train de faire son trafic, tu vois, entouré de déesses, tu vois, autour de lui. Et on a ramené ce truc trap house, on a ramené un chat noir, parce que Booba adore les animaux, et il assumait ce truc-là de mec ultra costaud qui prend le chat, et ça nous a permis de sortir une photo iconique, en fait, de ce shoot-là pour moi, tu vois. Après, voilà, il y a des petits détails de graphisme, tu vois, par exemple, l'écriture Booba, on s'était pris la tête à ce que ça soit que des 09 dans tous les sens qui écrivent Booba, voilà. Ça, c'est des petits détails pour ceux qui fouinent. Numéro 5. Despo. Despo. Déjà, un mec ultra charismatique. Pas très grand, mais quand il est dans la pièce, enfin voilà, le gars, il envoie. Super cool, on s'entend super bien. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me fait, je dois poser un couplet, apparemment. Parce que ça s'est fait un peu en dernière minute. Il passe derrière le micro, et là, je me prends une claque, déjà au niveau de sa voix, au niveau de ses lyrics, et puis même sa manière de poser. Ses placements, ils étaient différents. Ouais, il était dans une espèce de contretemps. Puis c'était l'époque où il n'y avait pas réellement de la rime, mais en fait, il y en avait. C'était ultra technique, donc je pète ma tête. Et à ce moment-là, Despo et moi, on se lâche plus, je pense, pendant une bonne année, en fait. Dès qu'il fait des clips, dès qu'il est en studio, on se retrouve. Et pour moi, en fait, quand je voyais Despo à ce moment-là, c'était pour moi le futur du rap français, vraiment, tu vois. Et je le voyais même évoluer dans d'autres sphères. Le cinéma, pour moi, c'est un acteur. Le mec, quand il parle, il a une prestance, un charisme. Et je pense qu'il a fait déjà 2-3 trucs dans le cinéma. Même dans le théâtre, il a des trucs à faire. Et c'est un écorché vif, en fait. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de traduire sur cette cover, où il a vraiment pris un risque. Où je crois que c'est la première fois qu'un rappeur se pose un peu comme un acteur, en fait, d'essayer de dégager une émotion sur une photo. Parce que c'est vrai que généralement, à cette période-là, les photos, c'était surtout de montrer ce qu'on porte et de... Enfin voilà, il y a pas réellement... On ne poussait pas forcément l'émotion. Et Despo, sur un shoot, j'ai l'impression de shooter Romain Duris, en fait, tu vois. C'est-à-dire que pendant 1 heure, il a presque pleuré, en fait, sur le shoot. On essaie de toucher l'or et on se brûle les ailes, en fait. On souffre pour toucher cet or-là. Et j'ai eu la chance, sur un morceau, bon, vraiment, les spé vont
on s'en rappelait, mais un morceau qui s'appelle Inérangistrable, qui est sur son album classique. Le daron disait va à l'école, le foot ça sert à rien petit. Ils l'ont regretté quand ils ont vu le salaire de Zizou dans l'équipe. On arrive à peine à échapper au gardien de la paix et à la garde des sceaux. À cause du pilon, on n'a plus aucune condition. Qui est à la base un a cappella qu'il m'a fait sur Skype. Et je me rappellerai toujours, je crois qu'il était 2h du mat, il m'a fait son a cappella. Et à travers l'écran à distance, j'ai eu la chair de poule. Donc non, Despo, c'est un grand artiste, vraiment. Immense respect à Despo Ruti. De fou. Numéro 6, Mister You. Mister You. Quand on commence à travailler ensemble, bah, on ne se voit pas physiquement parce qu'il est en prison, il a la santé. À ce moment-là, il a un buzz incroyable. C'est-à-dire que sa mixtape Attrape You, si tu peux, cartonne. C'est le mec du moment. Il vient de signer chez Def Jam, Universal. Des gros moyens se mettent en place. C'est le nouveau rookie, quoi. Et c'est compliqué parce que on attend sa date de sortie pour faire la séance photo. Mais à un moment donné, le buzz est tellement chaud qu'il faut produire une cover. Donc on fait la cover de Mec de rue, MDR, en dessin. Donc là, je reviens au dessin. Donc c'est vraiment, je crois, une cover claquée en 2 heures, avec Bim Bim, avec Q à distance qui nous envoie des vocaux en direct de la santé. Archive numéro 7, je pense que c'est le tournant de ta carrière, c'est Youssoupha. Ouais. Alors c'est une période incroyable pour Youssoupha et pour moi aussi, parce qu'en fait, Youssoupha, on se connaît déjà depuis beaucoup d'années, parce qu'il était proche du Ménage à Trois, qui était un peu mes grands frères spirituels quand j'ai commencé. Et il m'appelle, il me dit, voilà, Fifou, moi j'ai bien digéré tout ce qu'on a fait en maison disque, je veux que tu prennes ton pied, parce que souvent, je te vois me dire, écoute, je suis un peu frustré, parce qu'à chaque fois, on m'impose des choses. Les choses qu'on m'impose tout le temps, à ce moment-là, c'est, il faut avoir un artiste en gros plan sur la pochette, il faut qu'il soit identifiable. Forcément, artistiquement, au bout d'un moment, tu tournes un peu en rond. Donc Youssoupha, dès le départ, il me dit, écoute, je veux pas être sur la pochette. C'est-à-dire que direct, on se retrouve dans les références de Pink Floyd, de Nirvana, où justement, il y avait des partis pris artistiques, des choix, où on mettait pas forcément en avant un artiste. Et quand tu regardes la beauté que pouvait avoir Kurt Cobain, on peut dire que ça aurait pu être un argument de vente. En discutant, lui, sa thématique, c'était de faire de rendre la couleur noire élégante. Et donc, on est vite arrivé à se dire, il faut faire quelque chose en fait qui choque un peu, de faire un ange noir en fait. Pourquoi pas un enfant noir en ange avec des ailes noires profondes, très contrastées, d'épurer le propos en fait, de même pas mettre de nom sur la pochette, d'avoir juste un parental en signature. Et de trancher, de casser tout ce qui se fait à ce moment-là, en fait. Donc c'est vrai qu'on était un peu craintifs jusqu'à shooter cet enfant, parce qu'on a ramené, je crois que c'était le manager du Youssoupha, qui avait un cousin qui a ramené son petit frère. Ça se passe souvent comme ça, le téléphone, vas-y, viens à la dernière minute. Ce petit gamin qui vient, il n'a jamais posé, il se met devant ma caméra et il se passe un truc magique, en fait. Un truc qui fait que... la pochette, encore aujourd'hui, tu la vois, tu regardes le regard qu'il a pu me faire. Je pense qu'il n'a même pas fait exprès, mais il s'est passé un truc incroyable. Je crois que je m'en rappellerai toute ma vie d'avoir Youssoupha derrière en me disant « c'est incroyable, c'est incroyable ». Numéro 8, archive, et pas des moindres, La Crime. La Crime. On veut l'anecdote. L'anecdote, je ne peux pas la raconter, Ouais. mais toi, tu peux raconter. Oui, complètement. À ce moment-là, il n'est pas en France. Et donc, encore une fois, on trouve une solution pour créer un visuel sans avoir la crime mise en scène. Et donc, alors, sur les moodboards, c'est toujours bien de l'écrire, mais on se dit, vu que son surnom, c'est El Tigré, on va raconter 2 périodes de la crime. Le jeune la crime en prison, enfermé, donc un bébé tigre, et le gros tigre qui représente la crime flamboyant dans une suite de luxe. Et je me rends compte au fur et à mesure de la complexité de ce shoot-là. Parce qu'un tigre, c'est difficilement domptable, en fait. Ouais. C'est-à-dire que même quand tu bosses avec un dresseur, le dresseur, il va te dire, écoute, c'est aléatoire. Peut-être que s'il est de bonne humeur, il peut faire le taf, mais peut-être pas. Donc, j'ai la crime au téléphone qui me dit, alors, ça se passe bien? Parce que c'est lui qui produit. Donc forcément... il y a du budget, et honnêtement, on a créé des décors et tout, c'est pas donné quand même. Et moi, je suis en stress.
Je suis en stress parce que j'ai un dresseur qui me dit dès le matin, t'as vu toutes les griffes que j'ai sur le corps? Si jamais je dis stop, courez. Tu vois, c'est le seul brief que j'ai eu du dresseur. Et donc, au final, bébé tigre, super simple. Le gros tigre rentre, on a la pression. Moi, on a dû construire une cage autour du décor parce que tu peux pas être dans la cage avec un tigre. Et on a tout fait en 2 minutes, en fait. Le tigre, il est monté, il a rugi, j'ai fait la photo et on a fait une grosse cover. Numéro 9, archive numéro 9, Mac Taylor. Mac Taylor, El Général. Première fois que je fais sa pochette d'album, c'était pour Le Général, qui était un album ultra attendu. Donc à ce moment-là, je bosse avec Nathalie Canguilhem, qui s'occupe de toute la DA de la pochette. Et à la fin du shoot, elle me dit, la presse aurait besoin au moins d'un portrait où il sourit. Tu vois, et donc je vais voir Socrate, je lui dis, voilà, ce serait bien sur une photo que je puisse te voir souriant, tu vois. Mais limite, c'est devenu une blague, en fait. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à sourire. Parce qu'il était trop énervé. Tu vois, Mac Taylor, c'était un mec ultra énervé. C'est-à-dire que quand il faisait un morceau, c'était des couplets de 10 minutes où il déversait que de la rage, en fait, tu vois. C'est un écorché vif aussi à ce moment-là, un poète incroyable. Puis en plus de ça, c'est quelqu'un qui fédère beaucoup les gens, tu vois. C'est-à-dire quand il fait Patrimoine du ghetto, il me ramène Sefiu, il me ramène Akhenaton, il ramène tout le monde à la séance photo. C'est quelqu'un, à ce moment-là, c'est un Jay-Z, quoi, tu vois. C'est impossible de dire non à Mac Taylor. C'est impossible. Quand il veut quelque chose, il arrive à l'obtenir tout le temps, tu vois. Et puis c'est, pour moi, quelqu'un qui est aussi vrai dans son vécu qu'en tant qu'artiste. C'est l'un des artistes les plus vrais. Tu peux pas Il dissocier. n'y a pas plus artiste que Mac Taylor. Ouais, c'est ça. Et puis passionné, quoi, tu vois. Numéro 10, le chef, Ninho. El Jefe. Alors, Ninho, c'est une mixtape qui s'appelle Mills. C'est la première mixtape qui lance la carrière de Ninho, qui est devenue un classique. Et donc là, à ce moment-là, Ninho, je le shoot dans mon bureau. Mais vraiment, je crois que j'ai dû faire 3 photos. Vraiment le shoot le plus à l'arrache au monde. C'est-à-dire qu'il vient, super, comme d'hab, quoi. T'es super tranquille, il aime pas trop ça, tu vois. Super cool. Je lui fais sa photo et disque d'or, quoi. Et ça pète tout. C'est-à-dire que je vais sur YouTube, je vois ma pochette avec plein de monde qui le tiennent dans le Banks, dans le quartier, avec ma pochette, avec plein de certifications, avec Ninho, genre, c'est le nouveau, quoi. C'est lui qui est en train de prendre la place, tu vois. Et à partir de là, c'est le TGV, quoi. Et ça vous amène à Destin. Et on arrive à Destin. Comment elle est venue l'idée de Destin ? Destin, c'est vraiment un projet incroyable dans sa confection. Pour moi, ça a été particulier parce qu'on est à la Cigale de Médine, dans les loges. Je croise Ninho, il me dit, écoute, Fifou, ça y est, j'ai la cover. Parce que Ninho, c'est un peu comme Jul, c'est quelqu'un qui a souvent son idée, tu vois. On fait un feat, mais il a toujours une idée. Et donc là, on est dans la loge et Ninho, il me dit, j'ai une idée, mon album, il s'appelle Destin. Et en gros, je marche sur un chemin, donc ça représente ma vie et mon destin. Donc là, jusqu'à présent, je trouve ça mortel. Et il me dit, au milieu de cette photo, je fais la lettre T de Destin. Et donc, il me dit ça. Et à ce moment-là, je me rappellerai tout le temps. Hein. Je suis ultra sceptique. C'est-à-dire que je me dis, mais en fait, au vu de ce que tu représentes, si cette pochette, elle est mal faite, on va se faire vanner, mais à 2000%, tu vois. Donc, je suis ultra stressé, tu vois. Et donc là, autre complication, c'est qu'il me dit, il va falloir qu'on shoote rapidement. Il faut qu'on parte à Los Angeles, parce que là-bas, je vais tourner un clip qui va être un plan séquence de ce chemin-là. Donc, en fait, l'idée, il avait pensé à toute l'idée, avec son staff, hein, bien évidemment. C'est qu'il commence, et au fur et à mesure qu'il avance, il aborde plusieurs thématiques, plusieurs souvenirs, et il arrive, pour terminer, à faire cette cover de Destin que tout le monde connaît aujourd'hui, tu vois. Et ça a été une pochette ultra difficile. Et je pense que c'est surtout le tournage qui a été très compliqué. Moi, j'ai vécu le tournage en interne, et ça a été hardcore parce que on est parti à Los Angeles pour trouver le soleil californien, tu vois.
Et on était dans le Nevada, précisément, et on s'est retrouvés avec le temps de Dunkerque. Il y a eu des coulées de boue, des averses de pluie, on s'est fait arrêter par la police, les flics nous ont barré la route, on a dû changer plusieurs fois de spot. Et ça a été l'enfer, surtout pour le Real, qui a pu tourner, je pense, que 20 minutes de rush sur 3 jours, tu vois. Et la chance que j'ai eue, c'est que quand on a fait les repérages, on a eu un peu de ciel bleu et j'ai fait des tests vraiment de positionnement pour Nino. Et on a eu la pochette. En fait, c'est le seul moment où j'ai pu shooter la pochette. Et à partir de là, on a tout modélisé en 3D avec une équipe marseillaise qui ont fait un taf incroyable. Et quand j'ai envoyé la cover, j'avais un petit peu... Pour le coup, je l'aimais beaucoup, en vrai. C'est-à-dire qu'en interne, je commençais à être sûr de moi, mais bon, on ne sait jamais. Parfois, surtout un artiste aujourd'hui très connu, tu as toujours une crainte de se dire peut-être qu'il y a un élément que je n'ai pas bien géré et que ça se retrouve en mème ou dans une sauce, tu vois. Et là, à ce moment-là, mais boucan incroyable. Bon, déjà, il envoie son clip, qui est incroyable, enfin, le morceau oufissime. Et la cover, elle a été incroyablement super bien reçue, quoi, tu vois. Numéro 11, c'est un visuel qui a retenu mon attention, parce que c'est un artiste qui a retenu mon attention, qui est marquant à chaque fois qu'on l'écoute, qu'on le voit, et encore plus quand on a la chance de le côtoyer, c'est Keukra. Et c'est une autre étape importante, parce que c'est le moment où tu passes de graphiste à photographiste à photographe, et là tu te lances dans la sculpture, dans l'œuvre d'art. Dans la mise en scène, dans plein de choses. Quand je me laisse porter dans l'univers d'un artiste, tu vois, on parlait de destin, c'est un peu ça, Keukra, en fait, il m'a permis de partir à 200% dans l'idée. C'est-à-dire que dès le départ, lui, il voulait raconter une cover scindée en deux, tu vois. Et à ce moment-là, j'avais conscience qu'en 3D, on aurait pu avoir une limite dans le visuel, au niveau du réalisme. Et donc moi, ça fait des années que je fais des mises en scène avec un chef déco qui travaille avec moi, Benjamin Maillet. Et on a créé une espèce de sculpture. En fait, on a moulé le visage de Keukra et qu'on a transformé en espèce de rocher avec des racines, de la verdure, tout ça. Donc c'est la première cover où réellement le set design, la création, la sculpture est à 60%, elle fait partie de la base de la cover, tu vois. Je vais en profiter pour faire une annonce. Keukra reviendra. C'est sûr même. Numéro 12, on a parlé d'artistes qui n'arrivaient pas à sourire devant l'objectif photo. Là, on va à l'opposé, Sadek, avec qui vous avez fait peut-être les pochettes les plus folles. C'est clair. Franchement, son titre, il est facile à illustrer, tu vois. Violent, vulgaire et ravi d'être là, c'est l'oxymore, en fait. C'est vraiment on est obligé d'avoir une pochette ultra contrastée. Et c'est la définition du rap. Pour moi, c'est la définition du rap. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai trouvé aussi vraiment mon style, en fait. À ce moment-là, j'ai commencé à imposer ce style-là dans le rap français, on va dire. C'est vrai que pour le coup, mes référents à ce niveau-là, c'est des David Lachapelle. Parce qu'à l'époque, j'avais vu une photo de David Lachapelle, alors pour le coup, qui n'a rien à voir, où tu voyais un gros catcheur super baraqué dans un petit salon de thé en train de boire un petit truc. Donc quand j'en ai parlé à Sadek, je lui ai dit ça serait marrant qu'en fait tu sois vraiment vulgaire dans un salon de thé et que derrière les grands-mères soient choquées de ça en fait. Tu vois les petites mamies du 16e qui te regardent avec ton gros grill et qui se disent qui est ce gars-là. Et c'est à ce moment-là que c'est là toute l'intelligence de Sadek. Il m'a dit mais gars, il faut qu'elle soit encore plus vulgaire que moi. Il faut qu'elle compte les quichetas avec moi. Et c'était incroyable. Honnêtement, quand tu as une idée comme ça et quand tu sens que l'artiste, il est prêt à partir loin, c'est les shoots les plus faciles. Comment vous les avez trouvés, les comédiennes ? On les a recrutées. Moi, j'ai fouiné un petit peu sur des annonces de comédiens. Tu vois. T'es très fort en annonces. Ouais, c'est ça. Franchement, je remonte facilement aux personnes, tu vois. Et je leur explique, je leur dis, voilà, c'est pour une pochette de rap, vous allez compter des billets, vous allez faire des doigts, vous allez faire des choses un peu vulgaires. Et elles ont adoré l'idée. La cover, je crois que pendant 1 heure avec Sadek, elles sont tapées des barres et des fous rires. Donc en fait, moi, j'avais juste à
à mitrailler, à choper les bons moments. Et le truc qui est incroyable, c'est que 2 semaines après ce shoot, je vois Sadek en Tunisie, sur un tournage de clip, et je vois une des grand-mères avec lui. Quoi? Avec un kalachnikov et un peignoir, en train de faire ça en arrière-plan. Je dis, gars, c'est elle qui était sur la pochette. Il fait, mec, je l'aime tellement que maintenant elle ride avec moi. Et non, mais c'est la folie. Et Sadek, en fait, c'est ce côté ultra entier, tu vois. Et à ce moment-là, il se fait vraiment plaisir. Il dit, franchement, mais je crois qu'il lui a parlé concrètement. Il dit, tu fais quoi la semaine prochaine? Il fait, bah rien. Il fait, bah viens avec moi. On se prend un hôtel de fou à plusieurs. Je fais des clips, t'es là, on kiffe, quoi. C'est mieux de traîner avec une meuf vieille qu'avec une vieille meuf. C'est vrai. Punchline. Numéro 13. 13 blocs. Ah, pochette t'es bon. iconique. Bon. Ouais, 13 blocs. Pour le coup, je suis allé à leur studio, ils venaient de sortir leur morceau Faux que. Et c'est vrai que ce morceau-là m'a énormément inspiré. C'est un morceau qui tourne dans ma playlist depuis maintenant 4-5 ans, tu vois. Et je leur ai dit, voilà, moi, pour moi, ce morceau, c'est de faire briller le ghetto, en fait, de créer, encore une fois, sur un contraste. Et voilà, à la base, pour moi, c'est une idée assez basique, en fait, de ramener un élément ultra luxueux dans un endroit très deep, très sombre. Mais quand tu es avec 13 blocs en photo, ça envoie du lourd direct, en fait. C'est après coup, je me suis rendu compte de la puissance des gars, de leur charisme, et ce côté ultra quinri. Comment vous l'avez mis, le lustre? Ça, c'est ce qui est complexe, en fait, dans les mises en scène que je peux proposer, c'est que il y a l'idée finale que tu vois, mais moi, aujourd'hui, je dois faire en sorte que l'idée se réalise. Et c'est énormément de boulot. C'est que j'ai 3 chefs déco qui étaient là. Il y en a un avec 2 assistants qui étaient là pour pouvoir le brancher dans ce hall. C'était une espèce de parking en destruction désaffectée. C'est super technique. Super technique. Et je crois que c'est quelque chose qui me motive de plus en plus, c'est de créer des espèces de scénographies fortes et compliquées. Moi, je trouve que c'est des espèces de défis, en fait. Numéro 14, La Folie. Ouais. PLK. Un ours. Ouais. À la Cité de l'Anou à Montreuil. Exactement. C'est bien ça. C'est ça. PLK, il prépare son projet Polac. Tout de suite, il veut mettre cette thématique. Enfin, en gros, on veut rendre hommage à ses racines. Donc, d'où le Polac, tout ça. Je commence à réfléchir. On parle du code couleur blanc et rouge qu'on retrouve sur la cover, qui rappelle le drapeau de la Pologne. Et en fouinant un petit peu, je trouve une référence à un ours qui est devenu une espèce de mascotte là-bas. Parce que dans l'histoire, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un ours qui a sauvé une troupe polonaise face à des Allemands. Il les a déchiquetés, et puis voilà, bon, il les a sauvés, et c'est devenu une espèce de grosse mascotte. Et donc, je lui envoie cette ref-là, je lui dis, tiens, c'est incroyable. Et donc, ça se termine en, viens, on ramène un ours dans un quartier. Donc, le seul truc que je fais, c'est de donner rendez-vous à 6h du mat' à un dresseur d'ours. Et quand l'ours arrive, je crois que c'est la première fois de ma vie que je panique sur un shoot. Parce que je me dis qu'on va pas réussir à shooter, en fait. Parce qu'un ours, il peut pas monter des escaliers, tu vois. Alors que le spot que j'avais repéré, il fallait monter 2 étages sur un rooftop. PLK, il est sur le côté. Il me regarde, pas rassuré. Il est pas rassuré non plus, tu vois. Et ouais, là, je pense pendant 1 heure, j'essaie de trouver une solution. Je fais tout le tour du quartier. Et un peu illégalement, je pousse une barrière. Je trouve au rez-de-chaussée un endroit un peu cool, qui est une espèce de rooftop. Et on a enquillé, quoi. L'ours... Pour le coup, l'ours, c'est beaucoup plus simple qu'un tigre parce que ça se dresse, enfin, de ce qu'on me dit, ça se dresse comme un chien, en fait. C'est-à-dire que l'ours, tu peux te poser à côté de lui, il peut s'asseoir, tu peux mettre ta tête contre lui, enfin, c'est incroyable, en fait. Numéro 15, SCH. Moi, je veux que tu me racontes, sur SCH, la maison du parrain. Ah ouais, ça, c'est fou. À ce moment-là, en fait, la volonté, c'est d'ancrer SCH à Palerme, en fait, de renouer un peu avec ce côté méditerranéen, italien, mafieux qu'on pouvait avoir avant avec Gomorrah. Et quand on reçoit les repérages du décor, à un moment donné, il y a une espèce de capture d'un décor, mais extrait d'un film. En fait, je me rends compte que même dans l'editing, dans le mood de la photo, je me rends compte que c'est une photo des années 80, tu vois.
Et je dis à Julien, mais c'est une photo de film, c'est quoi? Il fait, non, en fait, cette maison-là, c'est la maison dans laquelle a été tourné Le Parrain 3. Pff, incroyable. En fait, pour moi, et alors ce qui est marrant, c'est qu'SCH, il ne le savait pas, ça. Ça a été un peu la surprise qu'il a découvert, je crois, 1 an après. On ne lui a pas dit, parce qu'on était un peu dans le flux du truc. Mais en gros, la cover de Julius, ça a été shooté devant une fontaine en vieux marbre, qui est la fontaine dans laquelle tu vois Al Pacino qui trempe sa main dedans, en fait. Toute ma jeunesse, j'ai puisé, mes moodboards ont été façonnés par Le Parrain, par... Enfin, voilà, tout ce cinéma-là, tu vois. Donc pour moi, c'est un grand clin d'œil que les gens ne savaient pas, en fait. Numéro 16, on a parlé de pochettes très compliquées, de grosses installations, de grosses références. Et des fois, les choses les plus simples sont les plus vues. Parle-moi de celle d'Aya Nakamura. Je me retrouve juste avec Aya Nakamura dans mon studio, face à moi, donc elle est ultra charismatique. Je l'ai devant moi pendant une journée, sur un fond jaune et avec des cheveux de couleur bleue. Je sais qu'au début, on était dans quelque chose de plus complexe parce qu'elle voulait raconter le sabre. Il y avait ce côté femme forte, en fait, espèce d'héroïne à la Uma Thurman, un peu, tu vois. Et dès le départ, en fait, dès qu'elle a posé, elle s'est mise de profil, 3/4, cheveux bleus. Pour nous, c'était évident. C'est-à-dire que, comme tu disais, parfois, ça ne sert à rien de raconter trop de choses. Et tout simplement, personne ne l'a fait à ce moment-là. Pour moi, cette cover, c'est la virgule Nike, en fait, tu vois. Et c'est peut-être une des pochettes françaises qui a le plus voyagé dans le monde. C'est la première fois que ma photo se retrouve à Times Square, en fait. C'est un rêve de gamin. Et c'est pas un rappeur qui m'a ramené ça. C'est ça qui est fou. Il y en a eu d'autres qui sont arrivés après. Mais la première artiste qui m'a permis de me retrouver à Times Square, c'est Aya. Numéro 17, Rimka, du 113. Rimka, le tonton. Rimka, j'en ai des folles. J'en ai une qui m'a marqué. Parce que ça résume bien Rimka, en fait. Un jour, il m'appelle et il me fait, voilà, j'ai un album qui va s'appeler Fantôme. Il me dit, j'ai un concept. En fait, j'ai un ami qui peut me prêter une 20aine de Rolls-Royce Phantom. Alors moi, ça, c'est le côté code ultra carré à la Gucci Mane qui me plaît trop. Je lui dis, oh, c'est trop dingue, genre juste toi qui marche au milieu de toutes ces Rolls-Royce Phantom. Il me dit, ouais, on va faire ça. Sauf que la problématique, en fait, quand tu trouves une idée cool, c'est qu'après, il faut la mettre en place. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, 20 Rolls-Royce Phantom, il faut un espace très grand, il faut pouvoir éclairer. Donc on arrive quand même sur une prod un peu plus complexe que prévu. C'est-à-dire qu'il faut une grosse install lumière et il faut un grand entrepôt. Donc moi, je prends le plus grand. Toute la matinée, je prépare une lumière de malade mental, une lumière très quinri. Et voilà, donc midi, 13h passe. Karim qui m'appelle me dit, c'est bon, je suis prêt, j'arrive, tout ça. Et je le vois, il arrive tranquille, tout seul. Il me dit, ça va, c'est cool, bon, mortel la lumière. Bon, j'ai pas de voiture. Je fais, ah, ok. Et tu vois, ça nous a... En fait, en une phrase... Donc c'était des fantômes de Rolls-Royce, en fait. C'était des vrais fantômes. Mais ce qui est assez fou, c'est que, en fait, c'est ça que je kiffe avec Karim, c'est qu'il y a ce truc de... en vrai, on s'en fout, on le fait quand même, en fait, tu vois. Et on a fait une cover incroyable. Moi, c'est l'une des covers de Rimka que je préfère, en fait. C'est, tu vois lui en silhouette qui marche avec des ombres portées au sol. Et quand il a vu la photo, il me fait, t'as vu? Ça défonce, ça. Numéro 18, un artiste avec un visuel iconique et une histoire hors du commun, c'est Prince Wally. On met des ingrédients, on prend le temps de se foirer aussi, tu vois. Donc moi, je lui propose plein d'idées. Il en choisit plein aussi. Voilà. On mûrit tout ça. Et arrive cette idée de l'accident sur la pochette. Donc, dans la thématique, c'était de garder les codes de ce qu'on a pu faire avant. Donc, la Merco noire, des petits refs à Nipsey Hussle, qui est aussi dans ce truc du marathon, que tout ça, c'est un marathon et que la vie est un marathon, tu vois. Donc, on voulait faire des clins d'œil à tout ça. Et arrive le petit détail du airbag, qui pour moi symbolise l'accident, mais aussi le côté phénix, en fait, de renaître de ses cendres. Et c'est ce qu'on a essayé de raconter, en tout cas dans le livret, c'est que voilà, Wally a eu un accident de parcours qui a failli lui coûter la vie. Donc voilà, l'accident de voiture, esthétiquement symbolisé par la voiture. Mais il est de retour. Il est de retour encore plus fort.
Et il a été sauvé, en fait. Tout ne tient qu'à un fil, en fait. Et c'est, pour moi, une de tes plus belles pochettes. Bah, écoute, merci. Numéro 19, ton rapport avec la nouvelle génération. 2 artistes emblématiques, une femme, un homme. Lala Ace, Freeze Corleone. Lala Ace, en fait, j'ai travaillé sur toute la partie... en fait, Lala, c'est quelqu'un de très indépendante qui produit beaucoup de choses et elle a une collection de merchandising, des capsules qu'elle sort. Et il y a un an, elle m'a appelé pour shooter cette capsule. Et là, je me retrouve aux États-Unis, en fait. Je me retrouve, en fait, dans les États-Unis et dans la mode à la fois. C'est-à-dire que Lala, c'est quelqu'un qui travaille en tribu, qui vient avec des grosses équipes. Ils ont tous un style incroyable. Déjà, humainement, il y a une espèce de symbiose autour d'elle. Et je trouve ça incroyable. Vraiment, quand je parle des États-Unis, c'est ça, en fait. C'est quand moi, j'allais à Los Angeles, je ressentais ça. Tu voyais toujours une espèce de famille autour. Une famille artistique et humaine. Et Lala, c'est ça. Et ça s'est fait en 2 heures, très tard le soir, avec du son à fond. On a shooté et chaque photo est incroyable, en fait, mais de ce qui dégage, en fait. Il y a une espèce de facilité et que j'ai retrouvé aussi avec Freeze et son équipe, en fait. Ils sont tous, c'est une famille, en fait. Tu vois, le 667, c'est une petite famille, ils sont entre eux, mais dès que tu dois les shooter, quand tous ils te regardent et se mettent en place, il y a un truc facile et impressionnant. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ouais. Numéro 20, le dernier artiste marquant, retour aux pyramides ou à la pyramide, c'est Gazo. Gazo, pour le coup, quand il a posé KMT, donc KMT c'est Kemet, donc tout de suite on est ancré sur l'univers égyptien, pharaonique et tout. Dès le départ, en fait, on travaillait déjà sur l'univers graphique du projet, en revisitant des hiéroglyphes, tout ça. BSB, donc toute l'équipe de Gazo travaillait déjà du merchandising, d'ailleurs incroyable, dans cet univers égyptien. À un moment donné, moi j'ai proposé plein d'idées qu'on pouvait faire en 3D. Et à un moment donné, l'équipe, mais je crois que ça s'est décidé 2 semaines avant. Il m'envoie, il y a le manager de Gazo qui commence à m'envoyer, parce qu'eux, ils travaillent vraiment en équipe, comme les Quinry, tu vois. Tu as un DA, tu as des managers, tu as des producteurs, c'est une petite famille, tu vois. Donc on parle tous entre nous, il y a des groupes WhatsApp. Et direct, on m'envoie une photo de Mike Tyson devant le Sphinx, les bras croisés comme ça. Ils m'ont dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on parte là-bas avec les codes de la drill et de la trappe à la fois. En fait, pour moi, Gazo, c'est pas que de la drill, il y a aussi de la trappe en fait, dans l'attitude. On ramène un Rolls-Royce Phantom là-bas. Il faut savoir qu'en Égypte, il n'y en a qu'un. C'est dur à trouver. Et d'ailleurs, ça nous... à cause du Rolls-Royce, on s'est fait arrêter devant les pyramides parce que sur le papier, ils avaient accepté qu'on puisse shooter devant les pyramides. Mais quand ils nous ont vu arriver avec Gazo, en full Dior, avec toute une équipe, avec un gros Rolls-Royce Phantom, avec tous les touristes qui nous prennent en photo, c'était plus compliqué à mettre en place. Et c'est un peu l'histoire de cette pochette où, à un moment donné, on a failli se retrouver enfermés, on a failli faire de la garde à vue pour ça. Et on a eu cette chance incroyable de se perdre dans le désert avec des quads et d'arriver au coucher du soleil sur les pyramides avec Gazo. C'est que du bonheur, tu vois. Donc, on a de la chance. Fifou, 20 ans d'archives, 20 ans d'histoire du rap. La suite, je te la souhaite dans le monde de l'art. S'il y a un artiste que tu regrettes de ne pas avoir pu photographier ou avec qui tu n'as pas pu travailler, ce serait qui ? Attends, je crois que Johnny Hallyday, hein. Et je pense qu'on serait bien entendu, en fait. Parce que, en termes d'image, il avait tellement de charisme et un truc ultra assumé. Tu vois, pour moi, les rappeurs, c'est les nouvelles rockstars. Moi, j'avais besoin de shooter une rockstar dans mon parcours, tu vois. Et Johnny Hallyday, en clin d'œil à mes parents et à tout ce qu'il a pu... j'aurais aimé le shooter. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais pas loin. Donc je pense que c'est l'un de mes grands regrets de ne pas pu avoir eu la chance de shooter une icône, quoi. T'es devenu une icône maintenant.
Ah, ça, je sais pas. Bisous à Laetitia. Merci beaucoup, Fifou. Merci Mouloud. Merci à toi.